Cette famille Halili, elle offre une quantité d'histoires incroyables. D'abord, cette famille est d'origine irakienne. Le patriarche a fui l'Irak dans les années 70 pour aller en Angleterre avec sa femme et ses 2 fils. Le patriarche est décédé depuis. Il a laissé 2 frères, Zaïd, l'aîné, et Saad, le cadet. Quand il a fui l'Irak, il avait des propriétés sur place, il avait de l'argent. Il a placé de l'argent sur un compte suisse. Quand on parle d'argent, c'est près d'1 million d'euros. Il y a donc un héritage assez important qui pourrait être source de conflit entre les 2 frères. On apprendra par la suite que Zaïd, le frère aîné, a essayé de faire un testament falsifié pour déshériter son frère, Saad, celui qui est mort dans la tuerie de Chevaline. Donc, il y a une affaire familiale. Après, il y a les activités professionnelles de Saad. Saad travaillait dans le domaine de l'aéronautique. Là encore, comme Sylvain Mollier, un domaine sensible, pour lequel on peut se demander s'il n'y avait pas des affaires d'espionnage industriel. Est-ce qu'il aurait dû, en Haute-Savoie, donner des documents, transférer des secrets à quelqu'un? Donc ça, c'est une piste qui a exploré. Saad, également, était visiblement inquiet. Ça, c'est l'entourage, ses amis en Angleterre, qui vont le dire aux enquêteurs. Et de fait, il se déplaçait en vacances avec toutes les données importante pour lui. Il partait en vacances avec de multiples disques durs, des clés USB, certains cryptés, avec des documents sensibles, certains auxquels il ne devait pas avoir accès. Et il se déplaçait avec tout ça. C'est quand même rare pour un vacancier de se déplacer avec toutes ces données sensibles avec lui. Du côté de la famille Halili, il y avait de multiples mystères, de multiples portes à fermer, et en fait, ça a pris énormément de temps aux enquêteurs. D'autant que des démarches envers d'autres pays, que ce soit en Angleterre, que ce soit en Irak, que ce soit aux États-Unis, ça prend du temps. Et parfois, c'est tout simplement impossible, notamment en Irak, où les juges français n'ont jamais pu se rendre, et pays qui ne leur a jamais donné les réponses qu'ils avaient sollicitées. L'enquête, très vite, a été binationale. Il y a une cellule mixte d'enquête avec des enquêteurs anglais qui enquêtaient sur le volet anglais de l'affaire, les enquêteurs français qui enquêtaient en France et qui échangeaient leurs données. Il y avait des correspondants, un anglais en France, un français en Angleterre, qui faisaient le lien entre les 2 parties de l'enquête. Et c'est vrai que côté anglais, on a plutôt considéré que Sylvain Mollier était visé, que c'était lui qui avait été abattu en premier, qui avait pris le plus de balles, et que finalement la famille Halili était victime collatérale dans l'affaire. Alors que, côté français, on a plus considéré que la famille anglaise avait le plus de victimes, elle avait un profil un peu plus particulier, que c'était probablement les Halili qui avaient été visés et le cycliste français qui se trouvait là par hasard, victime collatérale. La plupart des gens britanniques sont très intéressés par cette histoire et ça n'a pas baissé depuis. Je crois que les circonstances, d'abord, ça a intrigué des gens quand ils ont entendu que la petite fille a passé la nuit sur sa mère dans la voiture. Je crois que ça, c'était un gros moment de choc. Dans les semaines qui suivirent, les annonces de la gendarmerie à Annecy, ça provoquait une réaction à chaque fois parce que il y avait des possibilités que la famille était la cible ou que M. Mollier était le cible. Ça restait un crime qui était un peu plus comme un roman, comme un film. La révélation que la petite Zina a passé une nuit entière sous le jupe de sa mère, ça crée une impression d'incompétence, malgré le fait que Eric Mayo a expliqué, c'est parce qu'ils attendaient des spécialistes qui descendaient de Paris et le voyage prenait du temps, etc. Mais après, il y a une impression envers l'enquête que ils ont décidé qui est coupable tout de suite sans avoir l'évidence. Tu parlais tout à l'heure de savoir si c'est Sylvain Mollier ou la famille Halili qui était visée.
On sent bien qu'en France, on privilégie la piste Alili, et on Oui. sent bien qu'en Angleterre, on privilégie la piste Sylvain Mollier. Pourquoi en Angleterre, on n'a jamais cru à cette histoire de querelle d'héritage entre les deux frères? Je crois que pendant les premières années, euh, il n'y avait pas de pensée très différente en Angleterre. Je crois que pour la majorité de gens qui suivaient cette affaire, ils pensaient que c'est forcément Zaïd qui a commandé à quelqu'un, un, un assassin professionnel, de tuer son frère pour des raisons qu'on ne peut pas expliquer. En même temps, tuer sa belle-sœur et la belle-mère de son frère. Mais je crois que depuis quelques années, surtout récemment quand Mark Preston, qui était le détective en charge de l'enquête ici, quand lui, il a expliqué qu'ils ont creusé profondément pendant des années, ils ont cherché, ils ont suivi, par exemple, tous les caméras entre Calais et Annecy en cherchant pour quelque chose qui pourrait peut-être expliquer que la famille était suivie par le tueur. Ils ont regardé tous les papiers financiers dans la banque à Genève. C'est vrai que c'était l'hypothèse le plus probable. Mais de ce que j'ai entendu, il n'y a rien certain qui prouve que Zaid était le tueur. En regardant un peu avec un peu derrière, on regarde maintenant, quand je pense aux premières conférences de presse à Annecy, Eric Mayo, le procureur, il nous a guidés vers Zaid. En même temps, il a annoncé que Sylvain Mollier était un homme innocent au mauvais endroit, au mauvais moment. Donc, je crois que tous les journalistes anglais et français non, ils ont accepté ça comme un fait tout de suite. Je crois que maintenant, la plupart des Anglais, ils restent, des gens qui s'intéressent, ils ont un esprit assez ouvert, mais je pense que pourquoi pas Sylvain Mollier? Je crois maintenant il y a le sentiment que autour de Sylvain Mollier, si c'était lui le cible, il y avait vraiment un mur de silence. Des gens là où il habite, ils veulent vraiment, la plupart des gens, surtout sa famille, ils veulent pas parler de tout. Le fait le fait que vraiment personne n'a jamais fait un interview, ça est pris un peu comme quelque chose de bizarre, un peu mystérieux. Tu as parlé de la fillette, hein, la petite Zina, qui a été retrouvée sous les jupes de sa mère. Et donc, elle avait, avec sa grande sœur Zeynab, elles sont les deux seules survivantes. Elles sont aujourd'hui âgées de 14 et 18 ans. Oui. Est-ce qu'on sait ce qu'elles sont devenues? Visiblement, elles sont sous protection, sous une fausse identité, confiées à une tante. Leur oncle Zaïd, le frère aîné de Saad, ne peut pas les voir. Est-ce que ça veut dire qu'il est encore considéré comme un suspect? Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Bah, non, je crois que c'est pas le cas qu'il n'a pas le droit de les voir. La dernière fois que j'ai parlé avec lui, il me disait que les deux filles vont bien. Donc, je crois même qu'il y a forcément un peu de distance. Il les voit de temps en temps, je crois, pour leur anniversaire, par exemple. Zaid al-Hili n'est plus considéré comme un suspect officiel. Quand l'inspecteur, c'est Mark Preston, qui était en charge de l'enquête entre 2013 et 2017, je crois. Donc, c'est lui qui a mis Zaïd en garde à vue. Il a passé, je crois, 2 jours avec des gendarmes pour faire l'interview, pour l'interroger. Après, il était sous suspicion pendant 6 mois. Et dès que cette période était finie, ils ont annoncé qu'ils ils ont plus raison
de garder Zaïd et qu'il est plus considéré comme un suspect. Donc, ils ont essayé de suivre tous les liens entre Zaïd et le crime à Chevlin. Ils ont trouvé aucun lien direct, sauf tous tout ce qui était un peu soupçonneux envers lui, par exemple l'héritage de la maison, le compte à Genève de leur père, mais ils n'ont rien trouvé de sûr. Donc, Zayd, il est libre, il habite dans le sud de l'Angleterre et il a une vie maintenant assez normale. Et par rapport aux deux filles, Zeynep et Zina, eux, ils sont, comme vous m'avez dit, ils sont toujours sous protection. Ils sont sous protection jusqu'à la petite Zina, elle va avoir ses 18 ans. Donc ça va être toujours en 2026, je crois. Et jusqu'à ce moment-là, par exemple, la presse, on n'a pas le droit de les identifier, de dire où ils habitent. Est-ce qu'on sait si Zaïd il a déjà eu peur pour sa vie? Il a déjà exprimé? Euh, non, je crois pas. Je crois il a peur d'aller en France parce qu'il est très soupçonneur toujours des gendarmes. Il pense qu'il va être arrêté et placé en garde à vue dès qu'il met son pied sur le sol français. Mais non, il m'a pas dit il a peur pour sa vie. La première fois que je lui ai rencontré, c'est un homme timide qui est très mal à l'aise, pas bien dans son peau. Moi, après ça, j'ai dit, ben, je peux pas imaginer lui organiser ça, même que c'est vrai qu'il avait des problèmes toujours avec son frère. Il était vraiment mal, triste même. Donc ça change, ça a bouleversé un peu toutes mes hypothèses. Oui, ça reste quand même comme une idée de Hollywood il pourrait y avoir 4-5 explications et ils sont tous crédibles, aussi crédibles et aussi incroyables les uns que les autres. Et c'est vrai que c'est pour ça que ça reste une histoire très, très intéressante, toujours. Ici, en Angleterre, dès qu'il y a une grande affaire criminelle comme ça, euh, les inspecteurs qui sont placés en charge, qui sont la porte-parole un peu pour l'enquête, ils sont très, très prudents à ce qu'ils disent. Ils annoncent pas le avis, par exemple. Ils disent vraiment pas grand-chose, qui peut être des fois très frustrant pour des journalistes, parce qu'il manque des grands titres qu'on cherche. Par contre, Eric Mayo, une semaine après, ou pas mal de temps après, quand il est venu en Angleterre, ils ont fait une conférence de presse à Claygate, le village de Saad et Zaid, et il a dit aux journalistes, c'est sûr que l'explication pour ce crime reste ici. Ces confrères britanniques, ils n'ont jamais dit l'inverse, ils n'ont jamais dit nous sommes sûrs que c'est un crime français, que la famille El-Hili, elle était les victimes collatérales. Donc, je crois que c'est que lui qui a dit ça officiellement. Je ne crois pas qu'il y a des problèmes de jour à jour entre les deux équipes. Et ils étaient frustrés au début à cause de ça.